Bonjour, je suis Valérie Bousson, je vais vous parler des ostéopathies fragilisantes, principalement l'ostéoporose. L'ostéoporose, selon la définition de l'OMS, est une maladie diffuse du squelette caractérisée par une diminution de la masse osseuse et des altérations micro-architecturales du tissu osseux. La conséquence est une augmentation de la fragilité osseuse et donc un risque de fracture élevé. Chaque mot de cette définition est important. Ici, deux images qui vous montrent la structure d'un os normal et celle d'un os ostéoporotique avec une diminution de l'épaisseur des travées, un nombre de travées réduit et des travées qui sont perforées. Il existe une définition densitométrique de l'ostéoporose qui repose sur la mesure de densité minérale osseuse, des mots dans le texte. Cette densité minérale osseuse est mesurée en absorptiométrie biphotonique, qui est la méthode de référence, et l'unité est le gramme par centimètre carré. Cette DMO est présentée sous forme de T-score et le T-score est le nombre d'écarts types entre la valeur de densité minérale osseuse du patient et la valeur moyenne des adultes jeunes de même sexe. À partir des valeurs de densité minérale osseuse, l'état osseux du patient est défini comme normal, ostéopénique, ostéoporotique ou en état d'ostéoporose sévère. L'ostéopénie se définit comme un T-score pris entre 1 et moins 2,5 déviations standard par rapport à la valeur moyenne des adultes jeunes de même sexe. L'ostéoporose, le T-score est inférieur à moins de 5 déviations standard. L'ostéoporose sévère associe un T-score bas à une ou plusieurs fractures par fragilité. Le pourcentage de femmes ostéoporotiques est plus élevé l'âge avançant et vous voyez le pourcentage de patientes de plus de 80 ans qui ont une ostéoporose selon la définition densitométrique avec une mesure réalisée au niveau du col fémoral ou au niveau d'au moins un site, donc les sites qui se mesurent en absorptiométrie biphotonique sont le rachis, l'extrémité supérieure du fémur et le poignet. Donc vous voyez ces chiffres d'ostéoporose, de prévalence d'ostéoporose qui sont assez élevés. Les indications de réalisation de l'ostéodensitométrie sont bien codifiées en ce qui concerne leur remboursement par l'assurance maladie. Il y a différentes sous-populations. En tout cas, on distingue les indications dans la population générale et les indications chez la femme ménopausée. Dans la population générale, il est indiqué de réaliser une ostéodensitométrie en cas de signe d'ostéoporose, à savoir une fracture qui survient sans traumatisme évident ou pour un traumatisme à faible énergie, une maladie ou un traitement inducteur d'ostéoporose. Les exemples classiques sont l'hyperparathyroïdie primitive, l'hypogonadisme prolongé ou une corticothérapie de plus de 3 mois avec une dose d'équivalent prednisone quotidienne de plus de 7,5 mg. Ou un antécédent de maladie ou de traitement inducteur d'ostéoporose. La fracture ostéoporotique est la complication
de l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose induit une fragilité osseuse et la fracture est donc présente avec un surrisque par rapport à la population générale. Bien évidemment, la fracture survient avec d'autres facteurs combinés, comme par exemple une propension à chuter. Il existe 3 sites de prédilection de survenue de la fracture ostéoporotique. Le radius distal, ici une fracture de l'extrémité inférieure du radius avec un trait horizontal et un trait de refend articulaire. La fracture vertébrale, ici vous voyez la perte de hauteur antérieure, moyenne et postérieure de ce corps vertébral, comparativement à une vertèbre normale, ici celle-ci est déjà fracturée également, et la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, ici une fracture du col du fémur. La fracture, là où les fractures ostéoporotiques sont un vrai problème de santé publique, affectant un nombre élevé de femmes et d'hommes à partir d'un certain âge. La fracture de l'extrémité supérieure du fémur est pourvoyeuse de chiffres de morbidité et de mortalité assez élevés. Vous voyez l'envergure du problème avec des femmes et des hommes en proportion non négligeable, hein, quasiment 40% des femmes au cours de leur vie à partir de 50 ans qui vont avoir une ou plusieurs fractures, donc du poignet, d'une ou plusieurs vertèbres et d'un fémur ou des deux fémurs. L'imagerie, la radiographie standard. Comment on reconnaît une fracture vertébrale de nature ostéoporotique? Elle apparaît symétrique dans le plan frontal. La raréfaction osseuse de l'ostéoporose étant une maladie diffuse, la vertèbre fracture autant du côté droit que du côté gauche. 2 fractures ostéoporotiques ici, donc elles sont symétriques dans le plan frontal, perte de hauteur à droite et à gauche comparable. Vous avez une fracture ici qui intéresse le plateau supérieur et le plateau inférieur, c'est donc une fracture biconcave. Voilà, pour mémoire, hein, cette raréfaction diffuse du spongieux ici, expliquant que les vertèbres soient fracturées de façon symétrique. D'autres exemples ici, ce sont des scanners de différents patients avec différentes fractures. Une fracture ici qui va être biconcave, les 2 plateaux, vous voyez, les symétriques dans le plan frontal. Ici, une fracture qui intéresse le plateau supérieur seulement, là aussi, notez son caractère symétrique dans le plan frontal. Ici également, une fracture du plateau supérieur et possiblement, vous voyez, une fracture discrète, hein, il y a un excès de concavité de ce plateau inférieur, donc probablement une fracture discrète également du plateau inférieur. Vous notez cette densification du spongieux en lien avec les impactions des travées sur ces fractures en compression. De profil, on décrit différentes morphologies de fractures vertébrales et différents scores de gravité de la fracture. Ici, la classification de Genant, G-E-N-A-N-T, avec ici la vertèbre normale. Vous avez des fractures qui sont cunéiformes, des fractures qui sont biconcaves ou des fractures qui sont en compression, dites en compression ou en galette. La fracture cunéiforme antérieure, donc en coin, avec une perte de hauteur plus importante en avant que
au milieu de la vertèbre qu'en arrière, donc c'est la fracture cunéiforme antérieure. La fracture biconcave, avec concave ou biconcave d'ailleurs, avec une perte de hauteur qui intéresse principalement la partie moyenne de la vertèbre, et la fracture en compression où il existe une perte de hauteur qui intéresse globalement les trois hauteurs de la vertèbre. Le degré de sévérité de ces fractures peut être variable. Ici, une fracture dite légère quand la perte de hauteur soit antérieure, soit moyenne, soit les trois hauteurs, ou la hauteur postérieure, fait moins de 25% par rapport à la hauteur d'une vertèbre normale, modéré entre 25 et 40% de perte de hauteur, et sévère à partir de plus de 40% de perte de hauteur. Évidemment, les fractures sévères sont associées à généralement à des pertes osseuses, une fragilité osseuse accrue, et plus on a de fractures vertébrales, enfin plus on a de vertèbres fracturées, plus on a un score de gravité important, avec un risque fracturaire encore majoré. Deux profils, donc on a vu la morphologie et la sévérité. Les éléments caractéristiques d'une fracture ostéoporotique vont être le recul du coin. Donc on dit le coin, en fait ça correspond à le plus souvent le coin postéro-supérieur, ça peut être le coin inférieur également, mais le plus souvent c'est le coin supérieur. En fait on dit le coin, mais c'est un recul du mur, et ce recul peut être plus ou moins marqué, occuper une partie plus ou moins importante du canal, et voire même être responsable d'une compression du sac dural et la terminaison de la moelle, du cône médulaire, ce qui explique qu'une fracture ostéoporotique puisse être responsable de signes neurologiques. Autre élément en faveur d'une fracture ostéoporotique, c'est, alors ici vous avez une imagerie qui est une imagerie scanner, c'est le signe du puzzle, c'est-à-dire le fait de retrouver tous les éléments, toutes les lignes de fracture. Il ne manque pas de pièces osseuses, il n'y a pas de lise, par opposition à ce qu'on pourrait voir sur une fracture tumorale. Ici vous notez le recul dans ce plan d'image axiale, le recul du mur postérieur fracturé. A l'inverse, une fracture maligne est typiquement asymétrique dans le plan frontal parce qu'elle est associée à une ostéolyse sous-jacente. Donc là, vous avez trois patients différents avec une fracture asymétrique dans le plan frontal. Vous voyez, la perte de hauteur est plus marquée du côté droit que du côté gauche. Ici, plus marquée du côté gauche que du côté droit, où la hauteur est même respectée. Et ici également, une fracture latéralisée du côté droit. Habituellement, on retrouve non seulement le caractère asymétrique, mais on peut, si on a un œil un petit peu averti, reconnaître l'ostéolyse sous-jacente, et donc sous-jacente du spongieux et des corticales. Ici vous voyez du côté relativement respecté des corticales bien respectées, alors qu'ici vous voyez les corticales sont partiellement effacées. On ne voit pas la corticale du pédicule, on voit mal toute la corticale du bord latéral et la corticale du plateau inférieur en faveur de leur ostéolyse. Il en est de même ici, et il en est de même ici le bord latéral du corps vertébral, le bord inférieur, enfin le plateau inférieur, vous voyez, sont partiellement lithiques, comparé par rapport au côté droit normal. Et ici, le spongieux est partiellement raréfié. Vous voyez, la corticale ici, elle est beaucoup plus fine et mal définie que sur le pédicule gauche. Donc, des fractures pathologiques asymétriques dans le plan frontal, associées pour un œil averti à une ostéolyse partielle du spongieux et des corticales. D'autres exemples de fractures malignes, ici c'est facile, elle est asymétrique dans le plan frontal. Ici elle n'est
pas trop asymétrique, hein, mais on voit que la corticale est mal définie, lithique. Là également, il vous manque la corticale du plateau supérieur. Ici, c'est un grand piège. C'est un patient avec un myélome. La fracture est, c'est là le piège, elle est symétrique. Mais par contre, si on suit bien les contours de la vertèbre, on voit la lisse du spongieux des plateaux, la lisse du bord latéral gauche du corps vertébral, la lisse du plateau inférieur. Et de la même façon, vous voyez, la corticale du pédicule et le spongieux du pédicule sont lithiques, si on compare par rapport au pédicule sus et sous-jacent, voire contralatéral. Au scanner, des fractures malignes, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le signe du puzzle que je vous montrais la dernière fois, où tous les éléments osseux, corticaux et spongieux étaient présents, juste des lignes fracturaires. Ici, on est sur des fractures malignes. Un patient, le cadre bleu, un autre patient, cadre violet, et ça correspond au même patient avec une fenêtre osseuse et une fenêtre parenchymateuse. Dans ces trois cas, vous voyez l'ostéolyse ici un peu mitée, ici plus importante, hein, l'ostéolyse du spongieux et des corticales. Ici, une ostéolyse majeure du spongieux. Ici aussi, une ostéolyse majeure du spongieux avec une corticale relativement respectée ici, mais plus de mur postérieur ici. Et vous voyez une masse des parties molles associée à cette ostéolyse du corps vertébral. Donc cette masse des parties molles qui ne serait pas acceptable, sa présence ne serait pas acceptable pour un diagnostic de fracture ostéoporotique. En IRM, voici des fractures ostéoporotiques. Ce sont des fractures qui sont consolidées. Ici, vous avez une séquence T2 avec saturation du signal de la graisse. Ici, une fracture T1. Vous voyez la perte de hauteur des corps vertébraux qui signent la fracture, donc 2 étages fracturés. Ici aussi, vous voyez la morphologie des fractures ostéoporotiques, mais vous voyez qu'il n'y a pas d'anomalie de signal comparativement aux vertèbres voisines, que ce soit sur le T2 ou sur le T1, qui signe que ces fractures sont consolidées. Ici, vous avez une fracture qui est récente, sur cette vertèbre-ci. Donc vous voyez les pertes de hauteur, ici donc une fracture biconcave, plateau supérieur, plateau inférieur. On voit que c'est une fracture récente parce qu'il y a des anomalies de signal de type œdème, ici en T1, ici en T2. On voit d'ailleurs très bien sur cette séquence T2 la ligne de fracture sous le plateau vertébral supérieur, et puis donc l'œdème en T1, en T2. Voilà, avec des petites zones graisseuses ici de signal normal résiduel. Ces différents éléments signent la fracture ostéoporotique, donc fracture qui par son signal montre qu'elle n'est pas consolidée. Vous noterez chez ce patient ou cette patiente qu'il y a de nombreuses autres fractures. Les 3 vertèbres sous-jacentes et 2 vertèbres sous-jacentes sont fracturées, et vous voyez fracturées de façon ancienne. Il n'y a plus d'anomalie de signal, que ce soit en T1 ou en T2. Après injection de gadolinium, s'il en était besoin, vous voyez comme toujours la sémiologie d'un œdème avec l'œdème qui prend le produit de contraste ici, donc en T1 gado. Vous voyez que l'œdème prend le contraste de façon homogène avec une normalisation du signal par rapport aux vertèbres voisines de cette vertèbre fracturée de façon récente. Un exemple d'une dame de 85 ans. Attention, attention. Vous voyez, cette dame âgée, elle a des vertèbres très radio-claires, radio-transparentes, hein, donc une déminéralisation importante. Elle a des corticales qui sont très fines, et vous voyez plusieurs fractures qui ressemblent à des fractures porotiques. Attention, il s'agissait d'un myélome. Ici, il y a une infiltration médulaire diffuse sur ce T1 et des grosses masses tumorales. Il s'agissait d'un myélome. Alors, attention, hein, toute fracture sur un rachis déminéralisé n'est pas une fracture ostéoporotique. Attention. Donc, c'est pour ça qu'en pratique,
En pratique, tout bon clinicien va interroger sa patiente pour préciser le mécanisme fracturaire de survenue de la fracture, pour préciser l'horaire et l'intensité des douleurs. Est-ce qu'il y a une douleur qui est vraiment mécanique ou est-ce qu'il y a une douleur qui est plus continue, qui ne cède pas au repos, voire même qui prédomine la nuit. Des radiographies, sur lesquelles on vérifiera les critères que je vous ai précités de symétrie et d'absence de lise du spongieux et des corticales, et puis un bilan biologique. Voilà, bon, vous verrez ça bien mieux sur vos cours de rhumatologie, qui a pour objectif, cette première étape, d'éliminer une ostéopathie maligne, notamment myélome et métastase. Si vous avez un doute sur ces précédents éléments cliniques, radiographie et biologie, quant à l'origine bénigne ou maligne de votre fracture, vous pouvez réaliser une IRM avec là une performance assez élevée pour le diagnostic de bénignité ou de malignité. L'IRM, elle sera également intéressante quand vous souhaitez une prise en charge de radiologie interventionnelle par cimentoplastie et kyphoplastie pour la fracture de votre patiente, notamment à but antalgique et à but de consolidation osseuse, notamment sur les fractures de la charnière thoraco-lombaire. La cimentoplastie consiste en radiologie à mettre en place des trocars. Ici, vous voyez sur une fracture de la vertèbre L4, par l'intermédiaire de petites incisions à la peau de quelques millimètres, 2 trocars dans le corps de la vertèbre L4, injection de ciment, très grosse efficacité antalgique de cette cimentoplastie qui sera bien sûr, dont les indications seront bien sûr discutées avec les cliniciens qui prennent en charge le ou la patiente. Au total, l'ostéoporose répond à une définition de l'OMS, dans lequel chaque mot est important, et une définition densitométrique, qui est une définition opérationnelle qui va guider la prise en charge, notamment médicamenteuse. Attention, une fracture sans traumatisme ou une fracture occasionnée par un traumatisme mineur, ce n'est pas normal. Soit elle est la conséquence d'une fragilité accrue dans le cadre d'une ostéoporose, qu'elle soit primitive ou secondaire, ou répond à une ostéolyse dans le cadre d'une ostéopathie maligne. L'imagerie, c'est avant tout la radiographie standard qui va permettre le diagnostic positif, le diagnostic de sévérité et le diagnostic différentiel. Au moindre doute sur le caractère bénin ou malin, qu'il soit clinique, biologique ou radiographique, l'étape suivante, c'est l'IRM, qui là a de fortes performances pour le diagnostic bénin-malin. L'IRM sera également indiquée si vous projetez la réalisation d'une cimentoplastie. Elle vous montrera que la vertèbre n'est pas consolidée et donc c'est la base de l'indication de la cimentoplastie. Je vous remercie.